c'est bon. Donc, je vous... Tout le monde voit mon écran, j'espère. Alors, Oui, oui. le déroulé de l'atelier. Donc, on a d'abord un point sur la lentille et le pois chiche en agriculture biologique, donc par Olwen Thibault, qui est référente technique régionale en grande culture bio, à la Chambre d'agriculture de l'Isère, mais pour l'échelle régionale. Ensuite, un point sur le soja, donc la conduite du soja en agriculture bio par Jean Champion, de la Chambre d'agriculture de la Drôme. Un retour d'expérience donc en point 3 sur le toastage des protéagineux par des éleveurs pour améliorer l'autonomie en protéines pour leurs troupeaux. Et puis un dernier point qui permettra de voter et de prioriser les enjeux, les actions à mener pour développer la production et relocaliser la production de protéines végétales bio. On a choisi, voilà, quand on parle protéines, on pense aussi à d'autres espèces, hein, forcément, ça a été montré aussi ce matin, mais on a choisi volontairement de se concentrer sur la lentille, le pois chiche et le soja d'abord, des cultures pour lesquelles il y a a priori plus de perspectives que pour d'autres. Donc, pour l'instant, vous pouvez couper vos micros et vidéos, poser vos questions via le chat comme vous l'aviez fait ce matin. Et puis, on recueillera quelques questions. Il y aura un temps d'échange et de questions après chaque intervenant. Donc, je vais laisser Olwen Thibault démarrer avec la lentille et le pois chiche. Donc, rebonjour à tous. Donc, l'idée, là, c'était de vous faire un petit focus sur le côté vraiment production de ces légumineuses à graines. Donc, la lentille et le pois chiche qui tendent à se développer sur la région et qui sont présentes historiquement chez des producteurs de vente directe et sur le bassin de la lentille verte du Puy pour la lentille, sont des cultures notamment qui sont donc, plutôt adaptées, peu adaptées, on va dire, au pH en sol acide, qui vont mal supporter des sols acides et vont notamment bloquer et trouver peu de disponibilité pour créer tout ce qui est nodulation racinaire avec le principe de ces légumineuses et de la fixation de l'azote atmosphérique. Elles sont adaptées à des sols plutôt filtrants, donc plutôt des zones où on va dire potentiellement des réserves en eau pas forcément très importantes et surtout qui soient très drainantes. Et pour le coup ne sont très peu adaptées à des sols hydromorphes où elles pourraient à un certain temps dans l'année avoir les pieds dans l'eau, ce qu'elles vont très mal supporter. Les semis s'étalent, on va dire, pour la lentille dans certains secteurs début février, plutôt sinon mars-avril, et le pois chiche sur mars jusqu'à fin avril. Elle s'adapte bien en allongement d'une rotation culture d'automne, par exemple entre deux céréales à paille. Même plus que ça, on va dire qu'elles ont un intérêt important dans ce type de rotation pour diversifier, ramener autre chose que de la céréale à paille et pouvoir intégrer une légumineuse qui va pouvoir permettre de prolonger ces rotations et les diversifier. Elles peuvent également bien s'adapter à l'altitude, notamment la lentille, mais aussi le pois chiche qu'on retrouve jusqu'à 800 mètres dans certains secteurs. La lentille, parfois, dépasse même ces altitudes-là. On va éviter des précédents légumineuses, notamment pour les questions maladies. On est sur des cultures sensibles ou porteuses de problématiques comme la phanomycès ou des problématiques fusarieuses également. Et notamment, on va aussi éviter de placer ces cultures derrière une luzernière, par exemple, notamment parce qu'on va être sur des excès d'azote qui vont entraîner avant tout un développement végétatif, des très faibles développements des nodosités et au détriment de la graine.
avec des risques notamment sur la lentille de verse, par exemple. On évite des successions trop courtes entre lentilles et pois chiches, notamment, on a parlé de fusariose, mais aussi une problématique commune en maladie entre lentilles et pois chiches qui est la scolytose. Et pour une même culture, on va éviter au-delà, on va éviter de l'amener plus fréquemment que 5 à 6 ans d'écart entre la même culture. Le pois chiche, on a également des problématiques potentiellement dégâts oiseaux, semis et également gibier. Et point particulier du pois chiche, une levée qui est très lente. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des cultures qui sont très peu concurrentielles. Voilà, par rapport à la gestion de l'herbe, ça va être une des principales problématiques et qui sont très aléatoires. C'est-à-dire que pour ceux qui suivent un peu ces cultures-là déjà, vous avez dû entendre parler des rendements de la lentille cette année sur toute la région. C'est globalement assez catastrophique, à part quelques zones qui ont pu tirer la épingle du jeu, ou même plutôt quelques producteurs, on va dire. Sur les photos que je vous ai mis à droite, en haut, une parcelle de pois chiches qui a bien fonctionné. Une parcelle de lentilles en dessous qui a également bien fonctionné dans l'Ain, qui a presque fait 20 quintaux. Et en dessous, une autre parcelle qui était prometteuse, très jolie, et avec les pluies de juin, s'est fait complètement envahir. Voilà, donc cette parcelle-là n'a pas fait du tout de rendement, même, on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. L'année, pourquoi des rendements aussi catastrophiques cette année en lentilles? On peut notamment signaler cette période de printemps avec l'absence complète de pluie, donc qui n'a pas aidé à un beau développement non plus des lentilles. Et derrière, les pluies qui ont entraîné, les pluies de juin qui ont pu entraîner des maladies sur certains secteurs, ou s'il n'y en a pas eu beaucoup, pour le coup, des plantes qui ont vraiment souffert des chaleurs. Je te laisse passer à la diapo suivante, Alice. Voilà. Non, ouais, c'est ça. Donc sur la lentille, on est environ à 300-350 grains par mètre carré, environ 110 kg par hectare. Le roulage est plutôt conseillé. Les retours de la Haute-Loire sont qu'on peut quand même rouler la lentille jusqu'à des stades 4 feuilles, qu'elle supporte plutôt bien. Il y a même eu des essais un peu sur ce thème-là. Et la possibilité d'associer à une plante tuteur. Donc ça, c'est l'idée étant notamment la problématique sur la lentille, ça va être les risques de verse et donc des difficultés de récolte importantes. Et puis également la faible concurrence, donc la couverture du sol sur les stades jeunes de la lentille. Du coup, notamment, c'est bien connu l'association de la lentille avec de la caméline, qui est une petite crucifère à graines qu'on peut valoriser via l'huile. Et donc, il y a des essais également sur de l'avoine de printemps, du lin, etc. Il y a eu la question, en effet, tout à l'heure dans la partie légumes, alimentation humaine. En effet, si on est sur un débouché garanti sans gluten, il va falloir éviter l'association avec une céréale contenant du gluten. Le désherbage méca, on est avant tout sur des désherbages en plein. On a très peu de retours sur de la lentille binée jusqu'à présent, en tout cas. Donc, on peut passer sur des stades jeunes de la lentille, donc jusqu'au stade 4 feuilles, on va dire. Les passages à l'aveugle pouvant être les plus intéressants, c'est-à-dire avant que la culture ne lève. Enfin, il y a quand même de l'essimage qui est pas mal pratiqué, notamment sur des problématiques folle avoine ou plutôt surtout kénopode ambroisie, qui peut permettre notamment de rabaisser les taux d'humidité à la récolte. Voilà, et c'est vraiment ces adventices-là qu'on va retrouver le plus. Sur les ravageurs et qui posent de plus en plus de problèmes dans des secteurs historiques où ils faisaient de la lentille et où on voit maintenant débarquer de plus en plus la bruche.
Donc la bruche vient pondre son œuf sur la culture qui va dans la graine et qui ne sort de la graine qu'une fois la culture récoltée et souvent déjà triée et potentiellement mise en sac. On reviendra sur un peu les méthodes qu'on a trouvées pour pouvoir lutter, mais globalement, c'est une des principales problématiques. En notre ravageur, on peut parler de la cytone qui vient manger les nodosités des lentilles dans le sol, et également du puceron. Voilà, nouvelle problématique dans le sens où on a pu constater cette année, notamment beaucoup sur Puy-de-Dôme allié, des vireuses. Voilà, donc il y a Terrinovia en lien notamment avec des coopératives locales qui ont pu faire un peu des analyses. Il y a quand même pas mal de types de virus différentes qui ont été identifiées, des plantes nanifiées, et avec des rendements, là encore, qui ont été très, très impactés. Et en termes de maladies, on est principalement, du coup, je vous ai cité la scokytose. Donc, vous voyez, c'est les taches que vous voyez sur les deux tiges, là, qui font des taches sur les tiges, qui font également des taches sur les feuilles et qui affaiblissent fortement la plante. Voilà. Après, on peut constater très rapidement la présence d'ascokytose sans pour autant que ce soit toujours trop problématique. Et puis également botrytis, donc qui est un champignon qui va se développer en cas d'humidité et d'humidité qui reste sous le couvert. C'est le champignon qu'on voit sur la photo du bas. Voilà. L'intérêt de cette lentille, c'est en effet, comme on a pu déjà le dire, de pouvoir être conduite en sec et de pouvoir être une bonne diversification dans les rotations en sec. Cette année, on a pu voir que certains ont fait des tours d'eau au printemps avec l'absence complète de pluie pour pouvoir favoriser une meilleure levée de la culture. Mais globalement, l'idée, c'est quand même que ce soit des cultures qui s'en passent complètement. Voilà. On est sur une récolte mi-juillet à mi-août et les rendements en bio sont très, très variables. Donc de l'absence complète de récolte jusqu'on va dire un maximum autour de 20 quintaux. La moyenne étant plutôt autour de 7, voire plutôt 6. Les retours sur la Haute-Loire cette année sont plutôt une moyenne en bio autour de 4 en zone AOP, lentilles vertes du Puy. Donc on est vraiment cette année sur quelque chose qui est assez catastrophique quand on voit surtout les prix en filière et du coup ce qu'on en attend pour avoir une bonne valorisation. Donc, on est en moyenne sur entre du 1200 et 1400 euros tonnes payés à l'agriculteur jusqu'à autour de 2800, il me semble, sur les zones lentilles vertes du Puy. Donc, quand on fait 4 quintaux, en effet, on se pose vraiment la question d'aller sur ce type de culture pour les agriculteurs, quoi. Surtout si en plus on ne les fait qu'une année sur deux, quoi. En vente directe, on est plutôt entre 3, voire plutôt même jusqu'à 6 000 euros la tonne valorisée par les agriculteurs. On est d'accord, c'est avec beaucoup de temps passé post-récolte sur notamment le tri, le stockage, la gestion des problématiques bruches et la vente. Voilà. Et l'ensachage. Diapo suivante. Concernant le triage, donc notamment sur la lentille, un pré-triage est vraiment indispensable pour notamment, on ramasse beaucoup de gousses, tout ça, donc pour pouvoir faire du propre et récupérer son grain. Si on a eu pas mal de kénopodes d'ambroisie, on va aussi récupérer beaucoup de graines immatures avec beaucoup d'humidité, donc c'est important de trier, de faire un pré-triage très rapide après la récolte. Et ensuite, on va être sur du triage, donc type table densimétrique, là, la photo que vous avez à droite. Sur ce type d'outil-là, on est quand même sur un travail très fastidieux. Typiquement, chez l'agriculteur chez qui j'ai pris la photo, on est sur 3 passages des lentilles dans la table densimétrique pour sortir finalement quelque chose de propre à la vente. Le mieux semble le triage optique. L'idée étant, la lentille, la principale problématique, c'est surtout enlever les moindres cailloux qui pourraient s'être glissés dans le lot. Voilà. Donc les trieurs optiques, certains agriculteurs se sont équipés en propre
Voilà, donc sur des investissements quand même conséquents. On parle de l'ordre pour des trieurs taille ferme ou groupe de quelques fermes d'au moins 50 000 €. Et après, certaines coopératives également utilisent également les trieurs optiques pour trier leurs lentilles. Juste rajouter le triage, typiquement quand on fait des associations avec d'autres plantes, l'avantage de la caméline par exemple, c'est que c'est une graine très petite et que du coup se trie très facilement de la lentille. Voilà. La gestion de la bruche. Alors actuellement, ce que l'on peut faire en bio, l'inertage au CO2, donc faire le vide dans des sacs et injecter du CO2 qui peut tuer l'idée étant en fait de tuer l'insecte dans la graine avant qu'il ne sorte. Voilà. Ou la congélation, qui fonctionne bien à des températures très basses pendant au moins 3 semaines. Je crois bien que j'ai plus les chiffres en tête, mais on doit être autour de moins 20, moins 30 pendant au moins 3 semaines. Voilà les solutions partielles qu'on a actuellement pour essayer de lutter. Voilà, je vois Samuel qui dit on peut rajouter la mise sous vide. Oui, voilà, mise sous vide en big bag, moi j'avais ça en tête, mais après avec quand même injection de CO2. Voilà. Diapo suivante. Concernant le pois chiche, donc le pois chiche, ce qu'on peut dire par rapport à la lentille, c'est que c'est quand même plus une plante méditerranéenne qu'on va du coup plutôt retrouver dans le sud de la région et que c'est la légumineuse à graines actuellement cultivée en France qui a la meilleure résistance à la sécheresse. Petite anecdote, quand vous rentrez dans une parcelle de pois chiche, elle est tout le temps humide. On dirait qu'il y a eu la rosée du matin. C'est pas de l'eau, c'est un acide que sécrète la plante. Donc attention quand vous rentrez dans les parcelles de pois chiches, c'est irritant et ça peut brûler si on reste trop longtemps dans les parcelles. Donc toujours y aller avec ses bottes. Qui en fait protège quand même bien la plante de la sécheresse, quoi, et lui donne une meilleure résistance à la sécheresse. On est sur environ 55 grammes au mètre carré, 180 kg par hectare. On préconise vraiment des semis type monograine ou en tout cas, si on a la problématique du pois chiche sur des gros grains, c'est qu'on va avoir des difficultés à bien les faire aspirer par les semoirs monograines et du coup des difficultés d'avoir les bonnes densités de semis. En tout cas, c'est des problèmes qu'ont pu rencontrer certains agriculteurs. La graine, en plus, n'est pas lisse, n'est pas ronde, donc avec les systèmes pneumatiques, ça ne marche pas toujours très bien. Sinon, on peut passer sur des semoirs à céréales en bouchant 1 à 2 descentes sur 2. L'idée étant en tout cas toujours de pouvoir réussir à le biner. En tout cas, vraiment dans tous les suivis qu'on peut faire, on a des bien meilleurs résultats et une bien meilleure gestion de l'herbe sur ce type de semis. Et de gestion du desherbage mécanique. J'ai noté le choix variétal à étoffer, on y reviendra, mais en effet, il semblerait qu'il y ait largement il y a pas mal de variétés disponibles, qui existent, mais qui sont encore peu disponibles pour les agriculteurs localement. Pour le moment, on va dire que c'est surtout du twist qui est cultivé sur la région. Et les essais variétaux montrent qu'il y aurait un potentiel intéressant à aller sur d'autres variétés. Voilà. Donc désherbage mécanique, en effet, du ERC tri sur les stades jeunes, mais surtout l'idée serait d'aller sur du binage. Et en termes de ravageurs, Héliotis, qui est la noctuelle de la tomate, qui remonte doucement depuis le sud, on la voit beaucoup dans les cultures. L'impact en termes de rendement pour le moment semble limité. Et les solutions qui existent, en tout cas sur Héliotis, sont, si on veut aller sur de la protection de la culture, sont plutôt sur ce qu'on appelle Bacillus thuringiensis, qui est autorisé en bio. Donc, il y aurait potentiellement des solutions. Après, actuellement, les dégâts sont quand même limités. Donc c'est la petite bête qu'on voit dans la gousse, là. Le vert sur la photo de gauche, là.
Et puis en bas, on en voit aussi différentes qui se baladent sur les pois chiches. Voilà. Donc en fait, elles viennent manger les grains. Donc des fois, on voit des belles gousses partout. Et si on ne regarde pas de près, on ne voit pas le trou qu'il y a dans la gousse. Et dans certains secteurs où elle est très présente, eh ben, il arrive que l'agriculteur pense avoir une belle parcelle et qu'en fait, il remonte que des gousses vides, quoi. Autre problématique, mais ça reste également très mineur sur le secteur, c'est la mineuse. Vous voyez les traces blanches sur les feuilles à droite, là. Donc voilà, ça fait ça. Si elle est très présente, la mineuse, elle peut carrément faire tomber tout le feuillage du pois chiche. On n'a absolument pas vu ce genre de dégâts dans nos secteurs pour le moment. L'irrigation, c'est pareil. L'idée est vraiment de pouvoir intégrer que c'est une culture qui se mène en sec. Voilà. Les récoltes sont un peu plus tardives que la lentille, au moins 2 semaines plus tard, entre fin juillet et fin août dans certains secteurs. Les rendements moyens triés, on est bon, de 10-12 quintaux de moyenne, mais ça varie de 6 à 22, on va dire, en passant par parfois du 0 également, hein, mais c'est quand même peut-être un peu plus rare. Et prix moyen en filière, on est autour de 900 € la tonne. Voilà. C'est également des choses à prendre en compte quand on voit les rendements moyens sur nos secteurs et quand on se pose les questions de développer ces cultures, de comment on peut essayer peut-être de mieux valoriser les agriculteurs là-dessus. Alors, pour finir, je vous présente rapidement donc un programme de recherche et développement qu'on a mis en place sur la région depuis ce début d'année, donc dans le cadre des programmes PEPIT financés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a créé un programme qui s'appelle l'Execora, qui est pour une durée de 3 ans, qui couvre quasi toute la région. Je crois bien qu'il y a seulement l'Ardèche et les Savoies qui ne sont pas dedans. Multipartenaires, donc on est accompagné par Terre Innovia hein, sur les aspects techniques. Beaucoup de chambres d'agriculture qui sont présentes sur ces différents départements, des GAB également, et la coopération, donc notamment à travers Oxiane. On suit des parcelles d'agriculteurs. On a à peu près cette année une petite vingtaine de parcelles en lentilles, une quinzaine en pois chiches, et on fait des essais également itinéraires techniques et variétaux. Donc répartis sur différentes zones de la région. L'idée étant, à travers tout ça, de pouvoir acquérir plus de références et également de pouvoir mieux travailler les questions de coûts de production, tout ça pour avoir plus d'éléments sur une juste rémunération de ces cultures. Je te laisse passer à la diapo suivante. Donc voilà, donc là, par exemple, pour vous donner un peu un ordre d'idée, cette année, sur la lentille, il y a eu des essais variétaux, on parle plutôt même de type, là, hein, parce qu'on est sur une seule lentille verte, Anicia, la lentille blonde Flora, la lentille corail Rosanna et la lentille noire Beluga. C'est pas qu'on a voulu tester qu'une seule variété de chaque type, c'est qu'il n'en existe pas d'autres actuellement disponibles. Voilà, donc les essais, vous voyez, il y a eu 4 localisations de ces essais types de lentilles sur la région. Donc Isère, Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Il y a eu également des essais d'association de la lentille avec des plants de compagne, donc avec la caméline notamment, l'avoine de printemps, le pois chiche, le lin, avec des résultats intéressants qui vont être renouvelés dans les 2 années suivantes pour vraiment en tirer des conclusions. Des essais également sur la densité de semis, sur le type de préparation de sol, avec là aussi des différences assez notables qui ont pu être vues selon les outils utilisés, le nombre de passages, les types de rouleaux. Et enfin, le désherbage mécanique de la lentille avec différents types d'outils et de nombre de passages avec la RC-tri à différents stades. Voilà. Diapo suivante. Alors, voilà, juste pour vous présenter quelques résultats pour cette première année. Donc, vous voyez les photos en haut, à gauche, l'association de lentilles avec de l'avoine, qui au final a été beaucoup trop présente et a quand même pas mal impacté le rendement de la lentille. Au milieu, c'est du lin.
et à droite, c'est de la caméline. Et tout à droite, c'est un essai variété de type de lentilles entouré de lentilles caméline également, qui a elle aussi beaucoup impacté le rendement de la lentille. Juste en dessous, les résultats sur les essais types de lentilles qu'on a pu faire. Très très grosse variabilité selon les sites. Donc en Isère, c'est vraiment Anicia qui s'est distinguée, donc la lentille verte. Globalement, c'est quand même un peu les retours. Le potentiel de rendement est toujours meilleur, semble-t-il, en Anicia qu'en Flora, qui est donc la blonde, et Rosanna, qui est la corail. Globalement, Beluga, la lentille noire, qui a été testée sur 2 sites, est toujours bien en retrait et n'a même pas été récoltée dans l'Ain. Voilà, et les essais, vous voyez un peu, par exemple, les essais du Puy-de-Dôme montrent très bien le côté très aléatoire et les problématiques très fortes qu'on a rencontrées cette année sur ces cultures de lentilles. Diapo suivante. Sur le pois chiche, beaucoup plus de variétés disponibles et la possibilité d'avoir pu intégrer le réseau d'expé variétal de Terrinovia. Et donc l'année prochaine, notamment plusieurs sites en bio à travers la France qui pourront étoffer ces résultats. Où on retrouve là, notamment la twist qui est la variété la plus cultivée actuellement sur le territoire. Donc je vous montrerai les résultats juste après. Des essais de densité de semis sur le pois chiche, date de semis, écartement également, avec binage ou pas binage, qui ont été assez parlants. Et voilà, des herbages mécaniques en dessous, comme je viens de le dire. Je ne l'ai pas mentionné là, il y a eu également dans la Drôme des essais irrigation ou pas du pois chiche, voilà, qui tendent plutôt pour cette première année à montrer pas l'intérêt de l'absence d'irrigation. Diapo suivante. Voilà, donc en haut à gauche, vous avez une photo de l'essai variété réalisé par la coopérative Oxiane dans le Nord-Isère, qui a fait des rendements assez exceptionnels, hein, des herbages manuels réalisés avec beaucoup de rigueur aussi, il faut le dire, ce qui a certainement maximisé les rendements. Et donc, sur le tableau en bas, vous voyez les résultats sur l'Isère et également donc, sur la Drôme, réalisés par la Chambre d'agriculture de la Drôme, sur Monthélier, proche de Chabeuil. Alors, il va falloir refaire ces essais sur les 2 années qui arrivent pour potentiellement en conclure quelque chose. Là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt des courbes inverses, quoi. Voilà. Mais avec certaines variétés qui semblent quand même bien intéressantes. Voilà, vous voyez Twist qui ressort quand même pas forcément très bien dans les 2 essais. Et donc, d'où ma remarque sur l'intérêt d'étoffer notre choix variétal disponible pour les agriculteurs. Je crois que j'ai terminé. Voilà, pour aller plus loin, Terrinovia, vous avez quand même pas mal de références qui commencent à se mettre en place. Petite précision, en fait, la lentille et le pois chiche sont des cultures traitées par les services des instituts techniques depuis finalement peu d'années. Voilà, donc les références commencent tout juste à arriver. Et c'est pour ça aussi que c'est des cultures qui sont encore peu connues globalement en France. Voilà, des comptes rendus à venir. Là, les résultats de tout ce que je viens sur les projets pépites légumes secs là, vont sortir d'ici peu. Donc, ils seront présents sur le site des chambres d'agriculture et des partenaires également. Des fiches techniques lentilles pois chiches sur le cahier technique Tech in Bio. Des retours de visite terrain si vous voulez aller voir un peu mieux ce qu'on a pu voir cette année sur les parcelles. Oui, alors juste, je me permets de t'interrompre. On va prendre du coup quelques questions et ces liens-là, ils vous seront envoyés avec le PowerPoint par mail parce que là, je pense que vous ne pouvez pas, voilà, pas cliquer sur mon écran. Donc, vous aurez ces liens par mail pour aller consulter les différentes ressources. Et on va
Du coup, on va tout de suite prendre quelques questions s'il y en a eu dans le chat. Alors, il y avait une question, enfin, il y a eu quelques interactions dans le chat qui ont été au cours de l'eau renseignées par Olwen dans sa présentation. En revanche, il y avait Francis Lagarde qui pose une question sur l'intérêt de la culture, alors de mémoire, la culture de lentilles. Est-ce que Francis, vous pouvez éventuellement compléter cette question-là pour nous préciser un petit peu le fond de votre pensée? Oui, non, c'était. Oui, bonjour. Oui, la question, c'était. En fait, il a été présenté pas mal de points négatifs, plutôt les inconvénients. J'aurais aimé qu'on présente un petit peu quelques avantages s'il y en a. Voilà, c'était le sens de ma question. Ben, d'un point de vue intérêt agronomique, il est clair que la lentille a un intérêt dans les rotations parce que finalement, les légumineuses sont de fait une base hyper intéressante dans les rotations en grande culture bio. L'autonomie notamment azotée, les restitutions potentielles pour les cultures suivantes. Et surtout le changement aussi de famille pour ne plus être que sur de la céréale à paille, que sur de la culture d'automne dans les systèmes en sec, et couper ces cycles de rotation de culture d'automne avec une culture de printemps, avec du coup une autre flore présente qui vont typiquement sur des cultures, sur des rotations, on est vraiment sur de la céréale à paille et de la culture d'automne depuis longtemps. En bio, on voit beaucoup de problématiques de graminées se développer et de flore spécialisées sur l'automne. Couper leur cycle permet aussi en partie de pouvoir lutter et limiter les développements au fil des années. Et puis, dans un objectif d'autonomie sur nos fermes en grande culture, et notamment on va dire, la problématique de la gestion des intrants azotés et de l'autonomie azotée de ces systèmes, c'est une solution qui est vraiment intéressante. Voilà. Après, voilà, c'est sûr que j'ai donné beaucoup de points négatifs. C'est aussi pour mettre en garde sur la réussite qu'on a actuellement de cette culture sur la région, quoi. Et voilà, après, sur le pois chiche, je pense que c'est prometteur. Tout ce qu'on voit autour du binage, tout ça, montre qu'on a, en tout cas cette année, eu bien des résultats plus satisfaisants sur cette culture-là et qu'on attend beaucoup du choix variétal pour aussi améliorer ses rendements, puisque c'est quand même beaucoup un retour des agriculteurs d'avoir l'impression que la semence dont ils disposent n'y est pas pour rien. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, très bien, merci. Dans le fil de discussion, il n'y avait pas d'autres questions. Donc, alors, j'invite les participants à s'exprimer directement ou alors, en fonction du timing, Alice, peut-être de continuer. Je te laisse la parole. Oui, on peut prendre une dernière question si vous avez une question ou une réaction. Non? D'accord. Ben, merci beaucoup, Olwen, pour tous ces éléments. Et puis, on va passer donc, à une autre espèce, au soja, qui va être présentée par Jean Champion. Peut-être préciser en termes de timing, on est bon, Alice? Ça va, on arrive à peu près dans les temps. Ok. Voilà, donc bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Bon, donc je me présente, donc moi c'est Jean Champion, je suis conseiller spécialisé sur les grandes cultures bio à la Chambre d'agriculture de la Drôme et je vais vous parler de la culture du soja en agriculture biologique en deux parties différentes. D'abord, faire un point rapide sur les éléments importants de l'itinéraire technique culturel en insistant sur les points clés de la réussite technique de la culture.
Et puis, je vous présenterai des résultats d'évaluation variétale que j'ai menés dans le sud du département de 2012 à 2019, donc qui donnent des indications assez intéressantes sur plusieurs années, plusieurs campagnes climatiques sur la réussite des différentes variétés qui étaient en test. Donc, on commence au niveau de l'itinéraire technique du soja, au niveau de sa place dans la rotation. Donc, comme l'a dit Olwen, pour lentilles, pois chiches, le soja est une légumineuse, donc capable d'être autonome en termes d'alimentation azotée, donc intéressante par rapport à ça dans les rotations céréalières bio. C'est une culture qui peut restituer un peu d'azote, mais de manière relativement limitée à la culture suivante. C'est globalement une culture qui est aussi peu sensible aux maladies et aux ravageurs chez nous, avec une attention particulière quand même apportée au sclérotinia qui peut amener des dégâts relativement importants sur la culture, mais que heureusement, on ne constate que très ponctuellement dans nos zones de culture dans la région. Donc, on va dire que le critère le plus important, ça va être le choix variétal, pour lequel on va aller regarder 3 critères. Donc, bien sûr, tout d'abord, la précocité. Il existe en France 6 groupes de précocité sur le soja, sachant qu'au niveau mondial, il y en a un 7e qui est le groupe 3, qui est un groupe très tardif, mais qu'on ne cultive pas chez nous, qui est vraiment réservé aux zones tropicales et équatoriales. Donc, on va du quadruple 0, qui est très, très précoce, au groupe 2, qui sont les variétés tardives. Donc, la carte qui est présente là sur la diapositive est issue de Terrinovia, donc donne bien une indication géographique de la possibilité de culture des différents groupes de précocité. On voit que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est dans le sud, donc pour ce qui concerne le sud-vallée du Rhône, sur des groupes 1 et 2, donc demi-tardif à tardif. Et pour la partie nord de la région Rhône-Alpes et la partie Auvergne, plaine céréalière de l'Auvergne, on est plutôt sur le groupe 0, donc des variétés demi-précoces. Deuxième critère primordial à prendre en compte, c'est la capacité de la variété à fabriquer de la protéine et à fabriquer du gros grain qui est reflété par le PMG. Donc ça, c'est important parce que ça va conditionner en fait le débouché de la culture. Donc aujourd'hui, on parle alimentation animale. C'est vrai que ces critères ne sont pas très importants en alimentation animale. On ne regarde pas le taux de protéines exact de la variété, sachant qu'un soja produit aux alentours de 40% de protéines, toutes variétés confondues. Par contre, si on veut avoir accès à un débouché alimentation humaine, les opérateurs économiques demandent un taux de protéines supérieur à 40%, voire des fois supérieur à 41 ou 42, et un PMG relativement important. Donc, on verra dans les résultats d'essai à la fin qu'il y a des variations assez fortes en taux de protéines, pas trop, mais en PMG, des variations très, très importantes. Et le troisième critère primordial à prendre en compte, c'est la hauteur de première gousse. Donc là, c'est plutôt un critère agronomique qui peut être intéressant, notamment en mode de production biologique, où on va souvent, au dernier binage de la culture, faire du butage du rang. Et du coup, on va ramener de la terre encore plus haut sur le rang. Et on va limiter l'espace qu'on va avoir entre la surface du sol et la première gousse, et donc des difficultés de récolte si on a des variétés à première gousse très basses. Donc cette hauteur de première gousse, c'est une caractéristique variétale, mais elle est aussi énormément conditionnée par le dispositif de semis. C'est-à-dire que plus vos plantes de soja vont être serrées sur le rang, plus la première gousse va être haute, à même variété donnée. Donc ça, c'est très, très important à prendre en compte, parce qu'on peut voir dans la littérature des variétés à première gousse haute, mais si vous les semez, par exemple, en plein au semoir à céréales, eh ben, vous allez vous retrouver en culture avec des premières gousses qui seront beaucoup plus basses qu'annoncées au départ. Donc voilà pour ce choix variétal. Deuxième élément important de la culture du soja, c'est l'inoculation. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le soja est une légumineuse, donc peut être autonome en alimentation azotée grâce à la fixation symbiotique de l'azote atmosphérique. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le rhizobiome spécifique du soja qui se met en symbiose sur les racines de la plante n'est pas présent naturellement dans les sols français, puisque le soja est une culture qui vient de l'autre bout de la planète, originaire d'Asie. Donc, il s'appelle Bradyrhizobium japonicum, ce qui veut dire qu'il faut inoculer le soja avant le semis. C'est un coût relativement limité parce que ça coûte entre 30 et 40 euros à l'hectare, donc c'est vraiment très très faible en termes d'impact économique et ce serait vraiment dommage de s'en priver parce que si vous n'inoculez pas votre soja et qu'il n'est plus autonome en termes d'alimentation azotée, vous allez vite voir l'effet sur le rendement à la moisson.
Donc, il y a deux techniques il y a trois aujourd'hui techniques d'inoculation du soja. Soit l'inoculation faite directement par le producteur, soit au microgranulateur lors du semis, soit en enrobage des semences avant semis. Et il existe la troisième possibilité aujourd'hui, c'est d'acheter des semences pré-inoculées directement dans le commerce. En termes de fertilisation pour les autres éléments, notamment phosphore et potasse, le soja est une culture qui est relativement peu exigeante. Donc, la fertilisation va se réfléchir plutôt à l'échelle de la rotation. Et si on a, on va dire, l'apport d'un produit complet dans la rotation de manière suffisamment importante à un moment ou à un autre, on ne se souciera pas de la fertilisation phosphopotassique sur le soja. Donc, élément clé aussi de réussite de la culture, ça concerne, je dirais, globalement toutes les cultures en bio, c'est la qualité de semis. Donc, une attention particulière à porter à la date de semis. Le soja, c'est une culture qui est très exigeante en chaleur à la levée. Donc, globalement, c'est ce qu'on dit toujours, c'est la dernière culture qu'on sème en assolement céréalier. Donc, voilà, mon conseil, c'est de ne jamais semer avant début mai. Et aujourd'hui, on est même sur des semis réalisés en grande majorité sur la deuxième quinzaine du mois de mai, y compris en variété tardive, et avec voilà, des levées qui se font en 4-5 jours, et du coup, un décalage de cycle entre la culture et les adventices qui est vraiment intéressant, et des pertes à la levée beaucoup plus faibles. La densité de semis est à adapter à la précocité de la variété et à l'accès à l'eau. Plus on est sur des variétés tardives, plus on baisse la densité de semis, parce que ce sont des variétés qui ont des cycles végétatifs plus longs et donc qui sont capables de faire plus de croissance végétative. Donc on peut semer beaucoup moins dense. Et si on a accès à l'irrigation, on sème aussi moins dense que si la parcelle est menée en sec. Donc le tableau à droite vous donne les différents conseils de densité de semis par rapport à la précocité de la variété et l'accès à l'eau. Au niveau technique de semis, on va dire que deux choses peuvent se faire. Le semis au semoir à céréales, donc en plein, ou le semis au semoir monograine, donc à grand écartement. Par rapport à mon expérience et ce que je peux voir dans les campagnes, je conseille très très fortement le semis au monograine, notamment vis-à-vis de la qualité de levée et vis-à-vis de la gestion des adventices derrière. On est bien meilleur en désherbage mécanique avec une bineuse qu'avec simplement une hersétrie quand on est au semoir à céréales. Et dernier élément important, c'est le semis profond, donc, que l'on peut se permettre parce que c'est une culture qui se sème tard. Le fait de semer profond permet justement le passage d'outils mécaniques en plein à des stades très précoces de la culture, voire des désherbages à l'aveugle avant la levée de la culture. Voilà, donc quand je dis semi-profond, c'est entre 3 et 5 cm, sachant que les outils de désherbage mécanique comme l'aérostérie et l'aérorotative travaillent à peu près maximum à 3 cm. Donc si on est à 4 cm, on met les graines hors de portée de ces outils de désherbage. Donc le désherbage, qui est voilà, un élément clé de quasiment toutes les cultures, on va dire, en mode de production biologique. Comme pour toutes les cultures, on va d'abord, bien sûr, se focaliser sur les leviers préventifs, c'est-à-dire que le soja doit être intégré dans une rotation cohérente et longue. On a plus de facilité à le semer et à le désherber lorsqu'on est en système avec labour. Et comme c'est une culture qui se sème très tard au printemps, elle laisse la possibilité de faire plusieurs passages de faux semis avant l'implantation. Et là, c'est vraiment intéressant pour diminuer l'infestation en adventice derrière. Il faut porter une attention particulière aux semis en termes de qualité de semis. Donc, plus le sol sera plat au moment du semis, rappuyé, bien ressuyé et sans pluie qui suivent le semis, plus on aura de possibilités d'intervenir rapidement sur la culture en désherbage mécanique. Globalement, ce qu'il faut retenir sur le soja, donc pour le désherbage mécanique curatif, c'est que c'est sûrement la culture qui est la moins sensible à la casse liée aux outils mécaniques. C'est la culture qui résiste le mieux au passage d'outils mécaniques. Donc, on peut faire de la casse, mais l'intérêt du soja, c'est que c'est une plante à croissance indéterminée. Donc, même des dégâts un peu tardifs sur la culture en termes de casse de tige, le soja va repartir, va re-ramifier et va refaire des fleurs et des gousses derrière. Donc, voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter à passer beaucoup d'outils et de manière très agressive sur du soja. Il s'en portera très bien. Donc, on a plusieurs techniques, on va dire. On peut faire des passages à l'aveugle, c'est-à-dire des passages qui vont avoir lieu entre le semis et la levée, notamment lorsqu'on a des levées décalées un peu retardées dans le temps et du coup des adventices qui lèvent avant la culture.
Là, ça peut être intéressant de passer à l'aveugle, donc avec un outil en plein type houe rotative sur les terres battantes et RC-Tri sur des sols plus meubles. Et ensuite, une fois que la culture est levée, on va pouvoir également passer des outils mécaniques en plein au stade assez précoce de la culture, qui peut être intéressant pour faire un désherbage total de la parcelle. Donc, dès le stade cotylédon, on peut se permettre de passer de la RC-Tri ou de la houe rotative sur du soja. Et pour compléter, on fait souvent des binages successifs, 2, 3, 4 passages à partir du stade de feuille, et là aussi jusqu'au stade limite passage tracteur. Donc des binages qui peuvent être réalisés de manière relativement tardive sur la culture, avec pourquoi pas l'utilisation des doigts rotatifs pour avoir un effet aussi sur le rang de la culture. Donc le tableau qui est présent sur la diapo vient toujours de Terrinovia, du guide Soja Bio de Terrinovia, qui donne un peu les créneaux d'intervention possibles par rapport au stade de la culture et les différents outils utilisables. Voilà. L'autre levier important de la conduite du soja, c'est l'irrigation, quand on a accès à l'irrigation. C'est une culture très exigeante en eau. On est, pour les groupes tardifs 1, 2, on est au même niveau d'exigence qu'un maïs, c'est-à-dire que le soja a besoin de 600 mm sur l'ensemble de son cycle pour produire aux alentours de 40 quintaux. Donc, on est sur le même niveau d'exigence qu'un maïs, avec la même durée d'irrigation. Par contre, on est sur une irrigation décalée dans le temps par rapport à un maïs, notamment au niveau de sa date de démarrage, c'est-à-dire que le conseil sur soja, c'est de ne jamais démarrer l'irrigation avant d'avoir les premières fleurs. Donc, ça peut faire peur, parce qu'on a souvent des mois de juin très secs, très chauds, où le soja commence un peu à tirer la langue, et les premières fleurs, pour des semis du 15 mai à peu près, vont arriver fin juin, début juillet. Donc, on ne fera pas de tour d'eau avant le 1er juillet. C'est vrai que ça peut faire peur, mais le soja ne s'en porte pas plus mal. L'inconvénient de démarrer trop tôt l'irrigation, c'est de favoriser la croissance végétative du soja au détriment de la production des gousses derrière. Et du coup, ça fait des sojas qui versent, qui développent du scléroténia, qui produisent moins de graines. Donc, on n'a pas forcément intérêt à le faire. Et saison d'irrigation décalée aussi dans le temps, parce que l'arrêt d'irrigation va être très tardif par rapport à une culture comme le maïs. Et on va faire un dernier tour d'eau jusqu'au stade R7, c'est-à-dire première gousse mûre, donc à peu près 3 semaines avant la récolte. Donc ça veut dire que sur des groupes 1, 2, on a une saison d'irrigation qui va s'étendre de début juillet à fin septembre. Voilà, donc qui commence à peu près 3 semaines après le maïs, mais qui se termine aussi à peu près 3 semaines après le maïs. Au niveau du pilotage de l'irrigation, on adapte bien sûr, ça c'est logique, la durée du tour d'eau et la dose au type de sol. Plus les sols sont capables de stocker l'eau, plus on va apporter des doses importantes mais espacées. Et quand on est sur des sols superficiels, des graviers, des sables par exemple, eh ben, on va apporter des doses un peu plus faibles pour limiter les pertes en eau d'irrigation, mais avec des apports un peu plus rapprochés et plus nombreux. Voilà pour cet aspect irrigation. Voilà, donc c'est à peu près tous les points clés de la conduite du soja. Maintenant, je vais vous montrer donc les résultats de l'évaluation variétale qui a été menée donc, de 2012 à 2019 sur la commune de Pierrelatte, dans le sud de Rhône, donc en zone méditerranéenne. Donc voilà, il faut reprendre l'essai dans son contexte. On est sur une zone très chaude avec un accès à l'eau illimité. Pas de restriction d'eau. On est sur un syndicat d'irrigation à partir du Rhône, donc il n'y a jamais de restriction d'eau, même les étés les plus secs. Voilà, donc il faut bien le prendre en compte. On est sur un soja qui est mené de manière optimale du début à la fin du cycle. Donc ça reflète, enfin, le niveau de rendement de l'essai reflète cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on est à 45 quintaux de moyenne toute année et toute variété confondue, avec des variétés qui montent à plus de 50 quintaux certaines années. Donc voilà, un niveau de rendement relativement élevé. Donc je vous ai présenté ici, il y avait beaucoup plus de variétés que ça dans l'essai. J'en ai entre 20 et 25 chaque année. Je vous montre ici les variétés qui ont été présentes au moins 3 ans dans l'essai et les variétés qui sont toujours disponibles aujourd'hui. Voilà, j'ai enlevé petit à petit les variétés qu'on ne trouve plus et qui ne sont plus cultivées. On a quelques variétés assez anciennes présentes ici, notamment Santana, Isidore, Sfera, Stéra et Cudor.
qui sont des vieilles variétés, mais qui sont toujours ponctuellement cultivées. Donc, c'est intéressant de les afficher toujours. Toutes les autres variétés sont des variétés relativement récentes, inscrites dans les 3 à 5 dernières années maximum. Donc, on voit qu'on a aujourd'hui des variétés très récentes, notamment Creator, Wendy et Palador, qui affichent un niveau de productivité vraiment intéressant. On est quasiment à 50 quintaux de moyenne sur 3 à 5 années d'essai, avec des années où on est monté quasiment à 55. Donc voilà, c'est un renouvellement variétal ces dernières années qui est très important en soja en groupe tardif et qui est vraiment intéressant parce qu'on a eu accès à des nouvelles variétés vraiment très productives. Donc ça, c'est l'aspect rendement. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres aspects à prendre en compte sur l'évaluation variétale soja, notamment la teneur en protéines. Donc là aussi, on est sur un niveau de productivité en protéines relativement important, ce qui reflète bien l'effet des légumineuses, c'est-à-dire qu'une légumineuse qui fonctionne bien va faire du rendement et de la protéine. On n'a pas l'effet dilution qu'on peut avoir sur un blé, où quand on augmente le rendement, on baisse le niveau de protéines. Sur une culture comme la légumineuse, on n'est pas limité en alimentation azotée. Donc une légumineuse qui fonctionne bien, elle fait du rendement et de la protéine. On est sur un niveau de production de protéines important puisqu'on n'a jamais eu aucune variété qui est descendue en dessous des 40%. Et on a même des variétés qui montent à plus de 45% certaines années, avec des variétés qui sont à des niveaux de protéines élevés, autour de 43, 44, 45% de moyenne sur plusieurs années d'essai, donc vraiment très intéressant. Autre critère important dans le choix variétal pour la diapo d'après, c'est le PMG. Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau du débouché alimentation animale ou alimentation humaine, le PMG est important à prendre en compte puisque les débouchés alimentation humaine préfèrent les gros grains. Donc là aussi, on a des variétés. Donc, Isidore, qui est connu, réputé depuis toujours, vieille variété d'une vingtaine d'années, qui a toujours sa place dans ces marchés alimentation humaine par rapport au fait qu'elle produit des gros grains très protéinés. Mais on a dans les renouvellements de ces dernières années des variétés aussi plus récentes qui sont aussi à même de produire des grains de grosse taille. Donc voilà, très intéressant aussi en termes de sécurisation du débouché. Dernier élément qu'on évalue en détail dans ces essais variétaux, c'est la hauteur de première gousse. Si tu peux passer à la diapo d'après, Alice. Donc là, comme je disais au début, c'est un critère plutôt agronomique de faisabilité de récolte pour le producteur. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on voit que c'est beaucoup plus variable. Comme je disais tout à l'heure, cette hauteur de première gousse, c'est une caractéristique variétale, donc on peut afficher des moyennes par variété, mais très dépendante du schéma de semis. L'exemple qui l'illustre bien, c'est par exemple la variété Écu d'Or, qui est la troisième en partant de la droite, connue pour être une variété à très haute première gousse. Pourtant, sur l'essai de 2016, elle est dans les plus basses. Et en fait, c'est lié au fait que cette année-là, on n'a eu que 40% de germination sur Écu d'Or. Donc, des rangs qui étaient très clairsemés. Et forcément, comme je disais tout à l'heure, moins on a de densité sur le rang, plus la première gousse baisse. Voilà, donc j'ai terminé sur ces résultats d'évaluation variétale et ce que je voulais vous dire sur la conduite du soja. Je ne sais pas s'il y a quelques questions et s'il reste du temps. Alors effectivement, dans le chat, il n'y a pas de questions particulières. Par contre, si un participant souhaite prendre la parole pour questionner Jean, eh bien, allez-y, faites-vous plaisir, on va se donner quelques instants. Bon, manifestement, il ne doit pas y en avoir. Ah si, pardon, il y a une question de Maxime Jolivet. Quel indice pour le Creator? Donc indice, c'est-à-dire, j'imagine, indice de précocité. Creator, c'est une variété tardive, donc c'est du groupe 2. Voilà. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je m'excuse, j'y pense maintenant. L'évaluation variétale que je mène à Pierre Latte chaque année ne concerne que le groupe demi-tardif-tardif. Donc 1-2. Voilà. Pour pouvoir faire du précoce, on ne peut pas faire du précoce sur la même parcelle en essai que du tardif, parce que si on les sème en même temps, il faut récolter 2 mois avant le précoce. Donc après, je sais qu'il y a d'autres essais qui sont menés sur la région, sur des groupes précoces. Il y a notamment Oxiane, enfin la dauphinoise, qui mène un essai là-dessus.
Je ne suis pas sûr que ce soit en production biologique, mais voilà, il y a d'autres essais dans la région qui sont menés sur des groupes de précocité différents. Il y a également une autre question sur le fait d'utiliser le soja sous une autre forme que le tourteau pour l'alimentation des ruminants, par exemple, en plante entière ensilée. Est-ce qu'il y Alors a là, du recul? on s'écarte de mon domaine de compétences. Voilà, moi, je ne suis pas du tout dans l'alimentation animale, donc je ne serais pas capable de répondre à cette question. Mais je pense que dans les ateliers d'après, présentation d'après, sur le toastage, c'est peut-être quelque chose qui peut être abordé, je ne sais pas. Alors, peut-être que Patrick Sivardière veut réagir. Je vois qu'il a levé la main. Oui, non, c'était pas sur l'ensilage de soja parce que j'ai pas de compétences du tout là-dessus. C'était tout à l'heure, il y avait un intervenant qui disait qu'on pouvait multiplier par 5 la production en Auvergne-Rhône-Alpes et entre autres dans la vallée du Rhône, Dromardèche. Ma question, c'était qu'est-ce qui ferait qu'on arrive à multiplier par 5 ou enfin, voilà, qu'on pouvait très largement développer la production de soja en particulier, mais aussi des éoléoprotéagineux. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Déjà, une première constatation pour ce qui concerne ce que moi je connais sur Dromardèche notamment. Là où aujourd'hui on fait du soja en bio, on ne peut pas augmenter la part de soja parce qu'on est déjà sur un retour du soja tous les 2 à 3 ans sur les mêmes parcelles. C'est beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas raccourcir plus parce qu'on risque de se créer des problèmes de maladies, notamment de maladies telluriques du sol, type sclérotinia. Voilà, donc ça c'est l'état aujourd'hui. Il y a 2 pistes d'augmentation de la culture du soja chez nous pour moi. C'est d'une part forcément d'augmenter les conversions bio. Les gens qui passent en bio cultivent du soja, on cultive forcément du soja dans les systèmes céréaliers bio. Donc ça va amener des surfaces de soja bio supplémentaires. Et la deuxième possibilité, ce serait de pouvoir conseiller la culture du soja sur des parcelles qui n'ont pas accès à l'irrigation, donc en sec. Alors sur le nord de la région, je pense que ça peut s'envisager sans trop de problèmes. Chez nous, et ça a été une des pistes de recherche du projet Secalibio qui a été présenté tout à l'heure, le rendement des sojas en sec, il est divisé par 2, voire par 3 ou 4 les années les plus sèches. Et économiquement, pour les producteurs, c'est plus vraiment rentable. Donc c'est très dur, à part quelques cas ponctuels où on a des bonnes terres profondes, sans accès à l'irrigation, on peut se permettre de faire du soja en sec. Sinon, ça va être très, très dur à développer. Donc, je pense que c'est plutôt des nouvelles zones de production qu'il va falloir développer sur le soja, notamment la moitié nord de la France, plutôt qu'augmenter la part du soja là où le soja est déjà présent. Il y avait d'autres questions plus globales sur le soja en tant que plante cultivée. Alors, je les pose comme ça en vrac parce que je pense que les réponses sont relativement courtes. Quelle est la durée de vie d'une graine de soja? Sur quel type de sol peut-on cultiver le soja? Et puis, avec le réchauffement climatique, est-ce qu'on peut envisager de cultiver le soja sur des zones d'altitude 600-700 mètres? Alors, je vois en même temps les questions. Donc, dans l'ordre des questions, au niveau de la durée de vie d'une graine de soja, j'en ai pas la moindre idée, je vous l'avoue. Tout ce que je peux dire, c'est que par expérience, on n'a jamais aucun problème de repousse de soja dans les parcelles. Voilà, c'est pas très compliqué. Garder ces semences trop longtemps, on perd très très vite la faculté germinative. Voilà, j'ai déjà eu le cas d'agriculteurs qui avaient gardé uniquement sur 3 ans, donc c'est-à-dire qu'ils avaient sauté de campagne, on était à 30-40% de germination la 3e année seulement. Voilà. En semences certifiées, je parle, pas en semences de ferme. Des sacs de semences qui avaient été gardés pendant 2 ans et qui avaient été ressemés la 3e année, et on était à une levée relativement faible, donc il ne faut pas prévoir de garder ces semences de soja trop longtemps si c'est ça la question. Excusez-moi. Au niveau du type de sol, pas d'exigence particulière pour le soja. Le soja est une légumineuse, donc comme toutes les légumineuses, les rhizobiomes qui se mettent en symbiose sur les racines des plantes ont besoin d'air, c'est des bactéries aérobies. Donc la seule exigence, ça va être d'avoir un sol qui est relativement bien aéré, pas compacté, mais sinon, il n'y a pas d'exigence particulière en termes de type de sol. Et la dernière question sur la possibilité de cultiver du soja sur les zones d'altitude. Effectivement, le soja est exigeant en chaleur, donc après, je pense que l'altitude ne joue pas tant que ça, à partir du moment où le nombre de degrés jour est atteint au niveau climatique, au niveau de l'année. Donc, il y a sûrement des possibilités, effectivement, de cultiver le soja un peu plus haut.
On a des cultures de soja dans la Drôme jusqu'au Diois. C'est pas là où on fait le meilleur rendement, mais ça fait un peu au-dessus de 10, donc on est à 400-500 mètres d'altitude. Voilà. On a du soja jusqu'à 500 mètres. J'en ai jamais vu plus haut, mais jusqu'à 500 mètres, ça passe sans aucun problème. Ok, merci pour ces questions. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Alice, je ne sais pas ce que tu en penses en termes de timing. Oui, merci Jean Champion, merci Thibaut. Merci à vous. On va oui, passer à la dernière thématique. Alors là, on a pu aborder les étapes clés des itinéraires techniques plutôt sur des espèces collectées. Et maintenant, on va passer à un zoom plutôt sur l'autonomie des élevages. Donc avec un témoignage de Claude Villemagne qui va pouvoir nous rejoindre. Il est par téléphone. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on vous entend très bien. Bon. Donc, je suis producteur laitier dans le département de la Loire, en GAEC. On produit 400 000 litres de lait sur une centaine d'hectares. Juste amener sur le point précédent, il me semble qu'il y avait une question sur l'augmentation des surfaces qui avait été multipliée par qui avait été multipliée, c'est ça, si mes souvenirs sont bons? Oui, si on avait parlé de cette possibilité de multiplication des surfaces, mais qui était quand même contrainte par la dynamique de la bio, entre autres. D'accord. Parce qu'il y avait... Non, basta. Et par rapport à l'altitude, je me plante là dans mes propos, par rapport à l'altitude, effectivement, même nous dans les monts du Lyonnais, à 650 mètres, il y a des collègues qui font du soja. Voilà, c'était un petit complément d'information. Alors, pour cette parenthèse sur le soja, il y avait une question sur l'ensilage de soja. Est-ce que... Non, bah là, non, j'allais répondre par rapport au tostage, mais non, l'ensilage, non, pas chez nous en tout cas. Alors pour compléter, juste, c'est encore Jean, champion de la Drôme, là, pour compléter sur cette question sur l'ensilage, je sais que dans l'Ain, c'est quelque chose qui avait été testé, donc il y a sûrement des références là-bas auprès de la Chambre ou de l'ADABio de l'Ain. Oui, oui. Des mélanges maïs-soja en ensilage. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc après, j'ai pas les références, mais il y a sûrement possibilité de se renseigner là-bas. Voilà, c'est ça. Ah, auprès de l'ADABio, oui, qui avait suivi une expé sur 3 années, tout à fait. Ok, allez. Donc, l'autostage des protéagineux, donc, c'est une aventure qu'on a vécue, un petit groupe d'éleveurs dans les monts du Lyonnais, là, répartis sur le Rhône et la Loire, de 2017 à 2020. Pourquoi on est parti dans cette réflexion? Eh bien, c'est suite à l'Assemblée générale du groupement Biolay de 2016, qui, à son AG, a été validé que les producteurs devaient donner des protéines 100% issues de la France. Donc, lors du retour de cet AG, plusieurs personnes se sont concertées et se sont dit il faut passer la première. Plusieurs personnes se posaient des questions, comment se faire autrement qu'avec du tourteau de soja. Donc, il y avait quelques petits essais qui avaient été faits chez nous. Et suite à des recherches biblio d'un collègue qui avait eu une expérience au niveau de la Vendée sur le tostage des protéines. Donc, on a rencontré cette personne à l'Assemblée générale de Biolay. Et lorsqu'on est revenu, donc on a constitué un petit groupe pour réfléchir sur le tostage de la protéine. Et le tostage de la protéine, donc comme vous pouvez le voir sur le slide, c'est chauffer des graines autour de 120 degrés pour améliorer leur valeur alimentaire. Donc, pour avancer sur ce dossier, donc on s'est fait accompagner par l'ADR de la Loire, l'ARDAB, Rhône et Loire Conseil Élevage, ainsi qu'un syndicat de rivière. Mais en fait, le tostage, c'est qu'une finalité au niveau de l'autonomie protéique. Bien avant ça, il faut déjà faire pâturer nos animaux, récolter des fourrages avec un niveau de protéines assez élevé. Et c'est qu'à la fin
que le tostage arrive pour complémenter donc des rations à base d'ensilage de maïs essentiellement. Voilà, donc pendant ces 3 années, on n'a pas travaillé que sur le tostage. Donc on a commencé à étudier chacun nos systèmes fourragers. Après, les cultures que l'on pouvait mettre en place, cultures associées aussi, les semences, et puis le tri. Donc là, on va passer sur la diapo suivante. Donc pendant ces 3 années, donc, on a fait plusieurs essais sur différentes fermes, donc sur l'association de protéagineux, donc qui sont orge pois protéagineux, blé févrole et blé pois fourragé. Et il y a même aussi d'autres essais qui ont été faits par des collègues, donc du soja. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme non, c'est essentiellement cela. Donc, comme vous pouvez le voir dans le tableau, donc, il y a eu différentes densités de semis qui ont été effectuées. Donc, au niveau orge pois protéagineux, donc 150 d'orge avec 50 de céréales, 120, 90, un semis égal 120, 120 et 80 orge, 150 protéagineux. Donc, je vous laisse prendre note des autres. Il s'avère que lorsqu'on fait ces associations, alors d'une année sur l'autre, déjà, c'est un peu compliqué d'avoir les mêmes résultats. Dépendamment, nous, on est un petit peu en altitude, on est aux alentours de 600, entre 600 et 700 mètres. Donc, le poids, il y a les risques de gelée. Donc, c'est vraiment un compromis qu'il faut trouver entre la densité de céréales et la densité de protéagineux. Sachant qu'au niveau de l'association, des associations, au niveau, nous, en altitude, il s'avère que c'est quand même l'association orge pois protéagineux qui reste la plus efficace en termes de rendement et d'association. Donc, une fois qu'on a vu donc, les densités de semis, donc voilà, la culture est en place. Après, on a regardé l'intérêt donc du tostage au niveau des rations. Le tostage n'est pas seulement utile dans les rations de ruminants, mais ça peut aussi concerner les monogastriques. Dans le groupe il y avait des éleveurs qui avaient des porcs, donc qui étaient intéressés par ce procédé-là. Mais in fine, on a quand même, avant d'arriver au tostage, on a quand même étudié tous les types de comment dirais-je, de modification du soja, des protéagineux. Et on est arrivé au tostage parce que justement, la graine, une fois tostée, elle se conserve plus facilement. C'est essentiellement ça qui nous a fait opter pour le tostage. On avait écarté l'extrusion aussi qu'on avait regardé. Donc le fait de toaster, c'est de rendre les protéines, donc des protéagineux, moins dégradants dans le rumen et donc plus dans l'intestin, donc c'est-à-dire de profiter au mieux des protéines. Donc nous, sur notre exploitation, on a donc fait des essais comme les collègues d'orge, pois protéagineux, et on avait fait blé févrole aussi. Donc blé févrole, ça n'a pas forcément été judicieux. La févrole n'est pas beaucoup restée. Et puis au niveau de la févrole, il y a aussi la question qui se pose du semis. Est-ce qu'on sème en 1 fois, 2 fois? Parce que la graine de févrole, il faut qu'elle soit semée un petit peu plus profondément. Labour, pas labour, voilà. Donc en tout cas, nous sur notre ferme, on a plutôt gardé orge pois protéagineux.
Voilà. Donc, une fois qu'on a... Donc, on avait fait, nous, des essais donc en hiver 2017. Donc, une ration constituée donc, de 30 kg d'ensilage d'herbe, 13 de maïs, 1 kg de foin de luzerne, donc 2,8 kg d'orge, 700 g de soja. Donc, avec une production atteinte de presque 22 kg, des taux de 31 en TP et 42 en TB. Et donc, on est passé début du mois, en janvier, donc avec de la févrole, qui est venu remplacer les 700 g de soja, donc 1,1 kg de févrole. Donc, rien n'avait été changé, sauf la févrole. Donc, en début d'expé, donc on mettait sensiblement la même chose que précédemment. Et donc, un mois plus tard, la production laitière est sensiblement la même qu'avec la févrole, donc 7006 pour 7008. On a même augmenté un petit peu la production laitière, légèrement. Et les taux ont légèrement été dégradés au niveau du TP et du TB. Nous, ce qu'on avait remarqué, au-delà de ces chiffres au niveau du lait, que les vaches avaient plutôt un meilleur état, et donc ce qui s'en est suivi par une repro un peu meilleure. Donc là, on avait acheté donc la févrole chez un courtier, parce qu'on commençait juste notre travail de réflexion. Et donc c'est qu'en 2018-2019 qu'on a vraiment pu bénéficier donc, de tout l'intérêt de l'association des céréales protéagineux. Sachant que une fois qu'on a fait ça, pour pouvoir limiter les coûts au niveau des semis, il nous a fallu aborder la question du tri. Donc ça, c'est une nouvelle réflexion qui a été amenée. Donc le tri déjà pour ressemer nos semences, d'une part, et d'autre part pour la meilleure conservation des céréales pendant l'hiver. Donc là, ça nous a amené à étudier plusieurs matériels de constructeurs. Et en parallèle, on a un collègue qui a autoconstruit son trieur. Et du coup, ça a emmené à la construction d'un trieur séparateur de la part du groupe, qui est même d'ailleurs sur l'atelier paysan. Il y a les plans qui sont en ligne. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc nos graines sont prêtes à être toastées. Donc là, on passe sur le dernier slide. Donc l'appareil que l'on avait vu en Vendée lors de notre voyage de formation, c'était un toaster qui était très, très volumineux, donc il passait beaucoup de débit. Et la graine était toastée en passant dans une chambre et elle était en contact avec la flamme. C'était un coût qui était très onéreux, mais qui avait l'avantage de traiter toaster beaucoup de graines. Donc, de retour chez nous, lors d'une journée de formation, il y a un collègue qui avait recherché sur Internet et qui avait vu le toaster que vous voyez à l'écran, donc qui est un toaster à bain d'huile. C'est un grand tuyau de poêle à double paroi, où tout autour il y a de l'huile qui est très chaude, et la graine, là justement, n'est pas en contact avec la flamme. Et puis là, qui plus est, c'est pas de la flamme, c'est de la chaleur.
Donc, du coup, on s'est renseigné sur cet appareil-là, qui était fait aux États-Unis. Donc, il y a quelqu'un du groupe qui avait une connaissance, donc qui a visité plusieurs fermes au Canada, on le trouvait aussi, et qui nous a dit que c'était quelque chose de très intéressant, qui avait moins de risques entre guillemets, d'incidents lors du toastage, qui était à la portée de tout le monde. Donc, on a entrepris mais cet appareil-là n'était pas commercialisé en Europe. Donc, on est rentré directement en collaboration avec le fabricant. Et donc là, ça a été vraiment une véritable expérience que d'importer du matériel. Donc, c'est nous qui avons fait venir ce toaster-là. Donc, il a été, après 20 000 péripéties, bloqué en douane. Après, il a fallu le mettre en conformité. Donc, il est arrivé, si mes souvenirs sont bons, en janvier 2019. Et il a pu être mis janvier 2019. Il a été mis en service, donc à la fin de l'année 2019. Donc, comme vous pouvez le constater sur le tableau, voilà ce qu'il a réellement coûté. Donc, c'est revenu finalement quand même à 17 000 €. Mais c'est quelque chose qui a l'avantage, une fois que donc les graines passent dans ce conduit et on peut plus ou moins l'incliner. Alors, je ne sais pas, la vis à 2 tours minutes, vous voyez, juste au-dessus, il y a un trépied. Et finalement, vous réglez l'avancée des graines par l'inclinaison du toaster. Et donc, avec une vis qui amène régulièrement les graines, vous pouvez le démarrer le matin et puis partir et ça aura toasté pendant toute la journée. Néanmoins, donc ça passe à peu près, donc les collègues qui l'utilisent aujourd'hui passent à peu près 900 à 1 tonne de soja à la journée. Donc voilà, il faut s'y prendre un petit peu en avance pour toaster tout ce qu'il y a à toaster. Et il s'avère qu'on a fait donc analyser les graines de soja toasté. Et il s'avère que c'est ce qu'on avait trouvé en biblio. Voilà. Et ben, je crois que j'ai à peu près... Très bien, merci beaucoup. Merci Claude pour ce témoignage. Est-ce qu'il y avait une ou deux questions rapidement avant qu'on passe à la partie sur les enjeux et les actions prioritaires? Il y avait une question, Claude, je pense, il a répondu en partie autour de la méthode pour toaster les graines. Alors, je pense que la question est plus particulièrement centrée sur concrètement comment ça se passe. Mais j'ai peur de me tromper, c'est Maxime Jolivet qui l'a posé. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser comment ça se passe concrètement? Oui, c'est ce que j'expliquais là. Donc, la graine est amenée là en avant du toaster et elle passe donc justement dans ce tube en inox que vous voyez sur un petit tapis. Et à l'intérieur, donc il y a la partie extérieure que vous voyez en inox et à l'intérieur il y a une double partie. Il y a un autre tube en inox et entre ces deux tubes, donc il y a de l'huile qui est chauffée par une résistance. Et donc là, le toaster, il fait à peu près 3 mètres. Et en réglant l'avancement du tapis, en passant donc à l'intérieur de cette huile chauffée, et ben ça toaste la graine. Donc c'est en levant plus ou moins le pied là qui est au-dessus du petit carré là, que la graine va aussi avancer plus ou moins doucement aussi. On peut régler et l'avancement du tapis et l'inclinaison du toaster. D'accord. Du coup, je présume aussi que ce toaster est fixe, c'est ça, il ne peut pas se déplacer de ferme en ferme. Alors, pour être plus efficace, il est clair que c'est mieux d'apporter ces graines. Donc nous, on en a apporté l'an
passé en 2019 avec 3 ou 4 autres collègues. Mais c'est un outil qui se déplace. Si ça a l'avantage de se déplacer, on le met sur une remorque durant. Alors nous, à la fin de notre aventure humaine et puis du travail qu'on avait effectué et sur le tri, sur le tostage, on avait fait 2 portes ouvertes dont la frappe, je pense, enfin, on pourrait vous faire passer des documents. Et donc, il avait été déplacé sur 2 fermes. Ça a cet avantage-là aussi. D'accord. Une dernière question, je m'excuse, hein, on ne va pas pouvoir toutes les faire malheureusement à cause du timing. Une dernière question sur, vous avez parlé tout à l'heure du coup de vos mélanges, notamment d'un mélange pois-céréales. La question porte sur la récolte de ce type de mélange. Voilà, alors vous avez trié le pois de la céréale en fin de compte ou est-ce que tout le mélange a été traité? Non, nous, du coup, le fait de mettre en association les pois protéagineux et les céréales, après on trie tout, et d'une part pour pouvoir toaster nos protéagineux et d'autre part pour pouvoir ressemer nos graines l'année d'après. Ça a un double effet. Ok, alors je propose qu'on s'arrête là pour les questions. Alice, après, je te laisse... Il y a quelques petites questions qui peuvent être envoyées par mail. Je peux y répondre pendant midi et 2 aussi. C'est ce qu'on fera pour le compte-rendu. On récupérera les questions et puis on y répondra à travers le compte-rendu. Alors, je m'excuse, je n'ai pas été très clair, mais bon, l'exercice n'est pas très facile. Pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et ben, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Merci pour ce retour d'expérience. Alors, juste avant de nous quitter, on vous demande encore un tout petit peu d'énergie. Donc, ça va être rapide, mais il va falloir rejoindre un atelier avec des post-it virtuels pour clôturer ce webinaire. Donc, je vais vous copier un lien dans le chat. Et vous pourrez d'abord noter un pseudonyme. Donc, vous pouvez mettre votre prénom et votre nom. Ajoutez des idées en cliquant sur le plus qui sera en bas de votre écran. Et puis, s'il y a un post-it qui vous convient déjà bien, qui correspond déjà à votre idée, vous pouvez cliquer sur le cœur pour montrer que vous aimez cette idée. Donc, je vais vous rappeler ces consignes juste après, mais donc on va pouvoir aller tous dans Classroom. Alors, le lien. J'ai mis le lien sur l'espace chat, Alice. Parfait. Je voudrais juste apporter quelque chose que j'ai oublié, qui est quand même très important. Voilà, au-delà de cette expérience du toastage, il y a eu une grande expérience humaine. Et pour clôturer tout ça, on est en train de faire un petit film sur ce vécu de 3 années, de 10 minutes, et qui sera probablement projeté au moment de Tech & Bio l'année prochaine. Voilà. Pour compléter ma présentation. Alors, est-ce que tout le monde a pu cliquer sur le lien de Klaxoon? Alors après, il va falloir cliquer sur participer, continuer, etc. et rejoindre un tableau. Ouais, ça a l'air de marcher. Super. Alors, donc, l'idée, c'est de travailler ensemble sur les perspectives qu'on se donne sur le plan régional quant à la relocalisation de la protéine végétale bio. C'est-à-dire, en fait, on a vu dans cet atelier, on a reçu pas mal d'informations sur les cultures, leur production, collecte et première transformation. Il y a aussi des expériences que chacun de votre côté vous avez connues sur la production de protéines végétales bio. Et ce qu'on aimerait faire ressortir, ce sont vraiment les priorités, les enjeux prioritaires, les actions prioritaires selon vous. Donc, c'est une petite animation collective pour ça. Alors, je suis repartie en fait d'un travail qui a été fait dans le cadre du COFIL, donc le comité de filière Grande Culture, qui est l'instance régionale pour représenter la filière des grandes cultures, auprès notamment du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc voilà, pour ne pas repartir de zéro, on repart d'un pré-travail. Donc,
Il y avait donc plusieurs sous-thématiques identifiées. Vous les voyez donc avec les différentes couleurs. Et je vous invite à ajouter donc des post-it dans chaque petit tableau coloré. Vous pouvez zoomer, hein. Zoomer, dézoomer, vous déplacer. Et donc, il s'agit d'ajouter des idées sur comment créer de la valeur ajoutée, comment créer des outils de transformation, comment favoriser l'autonomie des élevages et comment se perfectionner techniquement. Il ne faut pas avoir peur d'être trop précis ou pas assez précis, d'être hors sujet ou pas. Il n'y a aucune mauvaise idée et on fera le tri et la synthèse tout à l'heure. Vous pouvez, quand vous trouvez une idée intéressante, également passer la souris sur un post-it comme je le fais à l'écran et vous avez un petit cœur qui s'affiche. Ça signifie que vous likez l'idée, hein, donc vous pouvez aussi réagir comme ça. Eh ben, merci bien pour cette animation klaxon. Et puis bon appétit à tous. On va aller se restaurer un petit peu. À plus tard. Merci beaucoup, au revoir. Pour information, effectivement, c'est la dernière étape de travail de ce webinaire matinal. On va vous laisser tranquille entre quelques minutes, d'ici quelques minutes, pardon, et puis 15 heures. Et à 15 heures, on fera la synthèse des différentes animations et travaux auxquels vous avez participé ce matin pour vous proposer un programme au mieux d'action, sinon des besoins et enjeux prioritaires à compter de 2021 pour orienter nos travaux sur la question de la protéine végétale biologique. Donc, on voit encore quelques post-it qui arrivent. On va vous laisser réfléchir encore 2 minutes. Pour ceux qui doivent nous quitter avant, voilà, pensez bien que vous êtes invités à nous rejoindre de nouveau à 15 heures avec le même lien, donc le même mail qui vous a permis d'assister à la matinée. Alice, on se donne encore peut-être 2 minutes pour finaliser l'exercice, étant donné que nous sommes à peu près 80 connectés sur la visio, en termes d'idées et de possibilités de les apprécier avec les petits cœurs. Je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être que ce sera suffisant. Oui, très bien.
Bon, je vous propose de finaliser les post-it que vous aviez l'intention, les derniers post-it du moins que vous aviez l'intention d'écrire, et puis, on va conclure ce webinaire. Alice, je te laisse la parole. Oui. Eh bien, écoutez, nous, voilà, ce qu'on va regarder, on va regarder là vos post-it et faire une petite synthèse rapidement que je vous donnerai cet après-midi. On vous remercie pour les différents témoignages, interventions et échanges. Et puis, on vous redonne rendez-vous à 15 h pour la suite. Est-ce que, Thibaut, tu veux redonner le programme de cet après-midi? Oui, tout à fait, pas de problème. Alors cet après-midi, eh bien, on va faire une synthèse des travaux des différents webinaires de la matinée, donc ceux auxquels vous avez participé, mais également ceux auxquels vous n'avez pas participé. On va avoir une réaction vis-à-vis de ces travaux-là de la part d'Antoine Roinsard de l'ITAB, qui est expert notamment des monogastriques, mais également qui a suivi les enjeux à travers les états généraux de l'alimentation autour de la protéine végétale bio. Il a participé largement aux ateliers organisés par l'État et il va nous enrichir de son expérience en la matière. Et puis ensuite, on va vous proposer de participer à un sondage qu'on va construire entre midi et 15 h là, justement sur la base de vos travaux de la matinée, justement pour évaluer votre degré de satisfaction par rapport à un plan d'action plus ou moins élaboré en fonction de l'aboutissement de vos travaux du matin, justement pour conduire nos actions à mener en 2021 sur le sujet de la relocalisation. Voilà, donc comme le disait Alice, gardez précieusement le lien de connexion que vous avez reçu par mail. Ce sera le même à réutiliser pour cet après-midi, 15 h. Je vais donc clôturer cette animation de post-it. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à tous et bon appétit.